Une petite super, merci. Oui, ce webinaire est, comme vous l'avez compris, enregistré. Euh, donc, une petite présentation en remerciant euh, Annick Moll et Laurent Samama de leur invitation au barreau entrepreneurial. Vous savez que le barreau entrepreneurial a la volonté de faire des avocats des entrepreneurs et donc propose un certain nombre de formations pour vous accompagner dans ce cheminement. Alors, nous, on a une particularité. Donc, moi, je m'appelle Audrey Chemouli. On a constitué un cabinet qui est un cabinet qui a pour objectif, et ça tombe bien, et c'est pour ça qu'on aime bien être invité par le barreau entrepreneurial, qui a pour objectif d'accompagner les professions libérales euh, à devenir des entrepreneurs comme les autres. Donc, on accompagne sur la structuration, on accompagne sur la philosophie de l'association et le business développement avec d'autres partenaires. Mais ce qui est important pour nous, c'est de se dire qu'on nous a appris pendant entre 7 à 10 ans le fond de notre métier. Et après, on nous a expliqué qu'on devenait des libéraux. Et chaque libéral est une entreprise à lui tout seul. Et pour autant, on ne nous a pas formés à ce qu'était profondément l'entrepreneuriat. Donc nous, quand on a commencé à se poser des questions en se disant que notre cabinet, on ne voulait pas simplement un jour éteindre la lumière et dire ça y est, c'est terminé, j'arrête le métier, donc il ne se passe rien. On s'est dit que c'était un petit peu dommage et on a eu envie de donner, de rendre à la communauté et à nos clients les apprentissages qu'on avait eus et qu'on est en train de faire au fur et à mesure du développement de notre cabinet. Parce que le partage pour nous, c'est très important, mais surtout le droit à l'erreur et de se dire que non, ce n'est pas parfait et qu'il y a toujours des choses qui sont à améliorer, c'est encore plus important. Donc, on est très actif, on donne beaucoup sur les réseaux sociaux via des infographies. Une fois par mois, on fait un webinaire qui concerne un thème qu'on a choisi pour le mois. Ce mois-ci, ce sera la semaine prochaine et c'est sur la rédaction du pacte d'associés. Parce que notre conviction, c'est de se dire que la structure d'exercice, c'est pas simplement je vais faire des statuts et en fait, ils vont être hors sol, ou je vais faire un pacte d'associés et en fait, lui aussi va être hors sol. En fait, pour ceux qui... Nous, on a remarqué deux travers. Alors, ceux qui pensent que en fait, le pacte d'associés ou la structure juridique ne veut rien dire et donc prennent n'importe quel modèle et en gros rouler jeunesse. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vont me demander des statuts ou un pacte digne de la plus grande association et d'une association, d'une société du CAC 40. En gros, nous, on navigue entre ces deux choses-là. Et pour vous dire totalement la vérité, c'est pas grave en fait d'avoir des modèles. Il y a des modèles qui sont très bien. Et d'ailleurs, à ce titre-là, pour que vous ayez tout en main quand vous allez sortir de ce webinaire, sachez que non seulement il y a des modèles qui sont très bien, mais il y a des modèles que je vous encourage à utiliser. Alors, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, donc ils peuvent effectivement nous suivre sur LinkedIn parce qu'on met beaucoup de choses en ligne pour vous aider à vous structurer. Si vous avez envie d'aller encore plus loin dans l'entrepreneuriat, nous, ce qui nous a manqué quand on a commencé le développement de notre cabinet, c'est on avait beaucoup de modèles d'entrepreneurs. Moi, j'ai lu une tonne de bouquins sur l'entrepreneuriat que je continue par ailleurs. Mais par contre, j'avais pas d'exemple d'avocats qui avaient vraiment, enfin en tous les cas d'interviews d'avocats qui avaient vraiment cassé les codes, comme on dit, qui avaient vraiment fait le chemin de l'entrepreneuriat, qui avaient vraiment réfléchi sur le business model de leur cabinet. Et donc ça, comme ça nous a beaucoup manqué, on a décidé de monter un podcast qui s'appelle Avocat Génération Entrepreneur et qui interviewe, on interviewe une fois par mois des avocats
profondément changé leur business model ou des gens qui, dans l'écosystème des avocats, ont eu affaire à des avocats qui avaient changé leur business model. Ça pour vous inspirer, parce qu'on pense que c'est hyper important de s'inspirer. Et donc, et c'est la raison pour laquelle on vous partage autant de choses. Je vous disais sur les modèles, les 2 modèles que je vous encourage à avoir, à connaître, enfin, les bases de données qui sont importantes. Au barreau de Paris, il y a un Vademecum qui s'appelle Vademecum structure d'exercice. Vous tapez sur Google Vademecum structure d'exercice barreau de Paris, qui est vachement bien fait, avec des modèles à la fin. Et il y a et je ne sais pas si vous connaissez un autre site qui est une mine d'informations incroyable qui s'appelle l'Encyclopédie des avocats. Et en fait, en gros, c'est un site, je ne sais pas comment dire, un site annexe de celui du Conseil national des barreaux. Et dedans, vous avez accès, donc vous devez avoir un code ou vous avez accès aussi par votre clé RKVA. Et dedans, vous allez dans documentation et vous allez avoir accès au guide des structures d'exercice qui a été édité par Walter Schulze. Pardon. Et si vous rentrez dans ce guide-là, vous allez voir que vous avez un formulaire commenté. Voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour des présentations. Du coup, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est quelle structure pour quelle association, la fin du casse-tête. J'ai voulu intituler cette formation comme ça parce que honnêtement, comme je vous ai dit, dans mon cabinet, j'ai comme client beaucoup d'avocats, mais aussi d'autres libéraux. Et en fait, à aucun moment, on vous a expliqué de façon concrète et de façon pratique pourquoi est-ce qu'il faut utiliser telle ou telle structure. Alors nous, c'est le but de cette formation. On a essayé de la faire concrète. On a essayé de dérouler toutes les choses toutes les questions que vous allez vous poser au moment où vous allez vous décider de vous mettre en société. Alors, la première question à laquelle je vous prends mon client lambda. Mon client lambda, il vient me voir et on lui a dit plusieurs fois, parce qu'il a écouté, parce qu'il s'est informé, parce que plein de trucs. Ce client lambda-là, le mien, il vient me voir et il me dit, écoutez, moi, j'ai envie de passer en société, mais en gros, il ne sait pas vraiment pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il passe en société. Il ne sait pas comment il va passer en société. Il ne sait pas du tout quelle forme sociale choisir. Nous, on est parti du principe, vous voyez, en fait, quand on a appris, quand on a commencé tous à apprendre notre métier, on nous a dit toujours le premier rendez-vous, il est toujours gratuit. Bon, bah, nous, on a laissé tomber ça parce qu'en fait, on se rendait compte que, en fait, on ne donnait pas toutes les informations. Du coup, c'était hyper frustrant pour nous, hyper frustrant pour nos clients, donc pas bon cirque. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on va donner le maximum d'infos au moment où on a nos clients parce qu'en fait, on peut faire des visios en vous disant, voilà, on va vous donner toutes vos informations, vous allez avoir toutes les cartes en main, mais à la fin du rendez-vous, peut-être que vous allez nous dire, non, mais en fait, passer en société, c'est pas pour moi. Et donc, si vous n'êtes pas prêt, on vous a proposé des alternatives parce qu'il se trouve que là, dernièrement, il y en a une intéressante qui s'est profilée. Ensuite, on a essayé de traiter la question un tout petit peu différemment en vous disant, OK, maintenant, vous avez la théorie et vous allez vous poser 7 questions. Donc, on a mis en place une sorte de petit tableau, vous allez voir. Vous allez vous poser 7 questions. Vous allez retenir parmi les 7 questions les trucs qui pour vous sont importants. Ensuite, vous allez pouvoir les copier-coller dans un tableau. Et normalement, pouf, par magie, vous allez pouvoir trouver la société qui vous convient. Je regarde si à ce stade, j'ai des questions. Je n'ai pas de questions. Super. Je vois qu'il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Vous pouvez poser la question dans le fil de discussion. Comme je vous l'ai dit, je les prendrai au fur et à mesure. OK? Go. Pourquoi est-ce qu'on passe en société? Donc, moi, quand mes clients viennent me voir au cabinet, ils viennent me voir en me disant, les 3 questions, c'est à partir de combien de chiffre d'affaires je passe en société?
qu'est-ce que ça va m'apporter en termes d'économie d'impôts? Et est-ce qu'il faut privilégier une matière ou est-ce qu'il y a un domaine du droit dans lequel le passage en société il est important? En fait, aucune de ces réponses-là n'est juste. Mais ce qui est important de vous poser, ou toutes sont bonnes, enfin bref, vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais en gros, je vais vous citer les vrais avantages du passage en société. Si à la fin de ce webinaire ou de ces 3 slides, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas pour vous, c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Pas un problème en fait. Passer en société, ça permet un certain nombre de choses. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est pourquoi est-ce que toutes les entreprises du monde, sauf les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux, sont en société à l'IS? Ils sont en société à l'IS parce que globalement, c'est un outil qui permet de piloter une entreprise. La raison pour laquelle nous, les artisans et les commerçants et les autres professionnels libéraux, on n'est pas toujours en société, ou alors parfois on traite des sociétés comme des individualités, c'est justement notre mode d'exercice très individuel qui fait que quand moi je me déplace dans un cabinet d'avocats dans lequel j'ai 12 associés, j'ai 12 décideurs. Ça n'existe pas dans les entreprises classiques. Le truc, si vous voulez, c'est que le passage en société, ça permet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une plus forte solidarité entre les associés dans leur exercice professionnel. Je vous explique. Si vous êtes resté en individuel, si vous vous mettez en SCM, si vous vous mettez en cabinet groupé, ce sont autant de façons d'exercer qui, certes, feront que vous n'irez pas dans un bureau vide le matin parce que vous aurez mis des gens qui sont à côté de vous et qui seront probablement des gens qui sont très sympas. Mais par ailleurs, ça ne vous aura pas fait une solidarité, ça ne vous aura pas généré une dynamique dynamique collective. Pardon. Ensuite, une structure, ça facilite l'accession au statut d'associé. Vous comprenez bien que si vous êtes en individuel et que vous avez 26 collaborateurs en dessous de vous, bah, vous donnez un signal à ces collaborateurs que vous ne voulez pas l'associer. C'est bête, mais c'est un fait. C'est-à-dire que vous dites à vos collabs, je n'ai pas préparé le terrain pour que tu puisses me rejoindre. C'est ça ce qu'on dit. Ensuite, la structure, elle facilite les regroupements et les restructurations. Bah, si vous avez décidé de vous associer alors, à d'autres avocats ou à d'autres professions, vous pouvez le faire que par une structure. Je dis quelque chose. Je dis que c'est plus facile quand on a un truc, si vous voulez, quand vous commencez, on a tous envie de, enfin pas moi, mais disons, je remarque que tout le monde a envie de passer vite cette période où on va faire les statuts, faire le pacte, voilà, on passe vite, quoi. Parce que ce n'est pas très important. Au contraire, c'est là où vous posez les bases de ce que sera votre association. Et plus vous êtes fort sur vos bases, plus vous allez attirer des gens qui sont cohérents avec ce que vous voulez faire de votre boîte. Excusez-moi, je suis malade, je vous arrête le son pour vous éviter le mouchage. Désolée. Donc, ce que je disais, c'est que plus vous allez avoir un pacte d'associés qui sera précis, plus vous allez donner des signaux et des messages aux gens qui vont vous rejoindre. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, nous, quand on structure certains cabinets, je vous ai dit, on structure des cabinets, mais on structure aussi des études de notaire. Je vais vous prendre pour que ça soit parlant pour vous, je vais vous prendre 2 typologies et 2 exemples. On a été dans un cabinet dans lequel l'objectif du cabinet, c'est vraiment de servir le chef d'entreprise sur l'ensemble de ses domaines. Donc, du coup, j'ai
comme c'est assez classique, j'ai quelqu'un qui fait du social, quelqu'un qui fait du fiscal, quelqu'un qui fait de l'API, quelqu'un qui fait du droit des affaires classique, le contentieux commercial. Et en gros, tout ce monde-là vit à l'intérieur de la même structure. Ils ont poussé la chose assez loin parce qu'ils ont mis en place des abonnements. Des abonnements presque illimités, donc sauf choses un peu particulières. Mais en gros, pour le tout venant du chef d'entreprise, on peut lui poser la question. En ce sens, ils ont voulu prendre le contre-pied des comptables qui disent à chaque fois, tout est compris, ma prestation juridique, elle est comprise dans ma prestation comptable. Mais en gros, ça veut dire c'est tout compris, quoi. Sauf ce qu'ils appellent opération exceptionnelle. Mais globalement, c'était la philosophie de ce cabinet-là. Et donc, son client lambda, le chef d'entreprise qui est un chef d'entreprise d'une TPE, bah lui, il a toujours des problèmes parce qu'en fait, il est tout seul. Il est tout seul aux manettes et sa vie n'est faite que de problèmes. Donc, il y a Micheline de la compta qui lui pose la question de savoir où est-ce qu'elle peut imputer cette dépense, qui lui demande comment est-ce qu'elle va faire les déclarations de TVA de cette année. Il y a Monique du service RH qui lui dit qu'elle galère un peu sur le contrat de travail du nouveau qu'on a embauché. Enfin, et donc, toute sa journée, ce monsieur, il a des problèmes. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir un interlocuteur unique et appeler. Sauf qu'il va consommer il va potentiellement consommer du forfait. On ne va pas revenir sur l'équilibre économique. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que ces gens-là, quand ils sont venus nous voir en nous disant on veut un système de rémunération qui soit d'abord égalitaire. Pourquoi est-ce que ça a changé tout d'avoir un système, ce qui n'empêche pas la prime à la performance, mais d'abord égalitaire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que même si j'ai des départements qui sont moins rentables que d'autres, pour servir mon client et donc l'objectif de mon cabinet, je suis obligée d'avoir tout le monde autour de la table. Donc, je suis obligée d'expliquer à mes partenaires qui sont tous aussi importants les uns que les autres. C'est la même chose dans les études de notaire. Dans les études de notaire, il y a plein de départements et un truc qu'on appelle les actes courants. Les actes courants, ce n'est pas nécessairement… Alors, les actes courants, c'est la vente de Madame Michu, c'est le tout venant, le tout venant, pas nécessairement ni complexe, ni intéressant, ni quoi que ce soit. Ben, si vous dites à ces gens-là qu'en fait, ils sont les dernières roues du carrosse, ben, il n'y a plus d'âme, parce que c'est ça l'âme des études notariales, il n'y a plus d'âme au sein de votre structure. Donc, c'est pour ça que le pacte et toute la réflexion autour de ce qu'on appelle le corporate est hyper important. La structure, ça facilite aussi les successions au sein du cabinet. Vous allez voir que dans certaines structures, je vais pouvoir avoir des différentes générations qui vont se succéder au sein d'un même cabinet. Après, c'est plus facile à gérer. Vous avez une comptabilité d'engagement, donc vous avez une meilleure visibilité, vous pouvez faire des prévisionnels et c'est quand même plus facile à manier en termes de financement. Ensuite, vous avez des structures qui facilitent l'autofinancement. Alors, je vais vous prendre un exemple. À chaque fois, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que ça facilite le financement? La comptabilité d'engagement, les amis, ça veut dire, je facture, tout ce que j'ai facturé, peu importe que j'ai encaissé l'argent ou pas, tout ce que j'ai facturé, c'est comptabilisé dans mon chiffre d'affaires. Dessus, je vais appliquer mes charges. Dans ces charges-là, je vais avoir ma rémunération. Égale, à la fin, ça fait le bénéfice. Sur ce bénéfice, je vais avoir un IS à 26. OK? Si j'étais en… Et donc, je vais pouvoir mettre… Pardon, excusez-moi. Je vais pouvoir mettre en réserve ce que je n'ai pas utilisé. Il y aura effectivement de l'IS à 26, mais c'est tout. Une fois que je l'aurai mis en réserve, il n'y a rien à se passer. Si je suis en IR, donc je suis en BNC, tout ce que je facture n'est pas comptabilisé dans mon chiffre d'affaires. Ce qui est comptabilisé dans mon chiffre d'affaires, c'est ce que je reçois. Donc, quand mes clients vont me payer. Sur ça,
je vais appliquer ce qu'on appelle vos charges, la même chose, OK, égale mon bénéfice. Sauf que de mon bénéfice, je n'ai pas besoin de tout. Mais je vais être imposé à l'IR et payer des cotisations sur l'ensemble. Peu importe que ça me serve ou que ça ne me serve pas. A priori, vous allez payer un taux marginal d'impôt sur le revenu qui sera probablement plus important que celui de l'IS. Donc, en revanche, quand vous avez fait une structure à l'IR, donc vous êtes en BNC, comme vous allez être imposé sur tout, c'est compliqué intellectuellement de dire je vais mettre en réserve et ensuite, je vais mettre en réserve, j'aurais payé 45% ou 35% d'impôt sur le revenu, j'aurais payé 45% ou 35% d'impôt de cotisation dessus, mais alors après, je vais remettre à l'intérieur de ma société. Il n'y a personne qui le fait, je vous le rassure tout de suite, il n'y a personne qui le fait. C'est statistique. Alors que quand on met en réserve, que c'est ailleurs sur le compte bancaire de votre société, statistiquement, on ne réinvestit plus à l'intérieur de sa société. Et enfin, ça permet de séparer les patrimoines des associés vis-à-vis de la société. Et ça, c'est quand même, a priori, une très bonne chose. Alors, je vous disais, la première question qu'on me pose, c'est quand est-ce que je passe en société? En gros, je vais vous donner deux bornes de réflexion. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand vous ne mangez pas tout ce que vous gagnez, vous passez en société, puisque ça veut dire que vous allez faire des réserves et qu'a priori, ces réserves, elles vont être imposées à plus de 26. Donc, dès que vous ne mangez pas tout ce que vous gagnez, vous pouvez passer en société. Et la deuxième borne que vous devez avoir dans votre esprit, c'est quand vous souhaitez piloter la gestion de votre entreprise libérale. Mais en gros, si je le fais sans langue de bois, mais quand on est sur des revenus, quand on est sur des BNC qui sont moyens, on ne passe pas nécessairement en société, sauf quand on a beaucoup de variations de revenus. Une année, vous faites 70, la deuxième année, vous faites 150, la troisième année, vous faites 120 ou vous faites 100. Eh bien, l'année où vous allez faire 100, vous allez être imposé sur des cotisations de l'année où vous étiez à 150. Donc, ça va vous faire tout drôle. Du coup, moi, je le fais beaucoup pour des gens qui font du pénal, du social, beaucoup de gens qui font du contentieux parce que, en fait, vous avez du coup moins de variations de revenus. Puisque ce que je vous ai dit, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la comptabilité d'engagement d'une société. La comptabilité d'engagement, vous allez avoir tout ce que vous allez facturer qui va rentrer dans votre bénéfice. Vous allez retirer vos charges. Ça va vous faire votre bénéfice. Dans vos charges, je vous ai précisé que vous alliez avoir vos rémunérations. Alors, juste pour que vous sachiez, du coup, chaque mois, vous allez vous verser 3 000, 4 000, 5 000, ce que vous voulez. Mais du coup, vous allez déclarer votre impôt sur le revenu lissé sur l'année et sur les 2 ans ou sur les 3 ans, toujours le même revenu, 2 000, 3 000, 4 000. Et donc, vos cotisations, elles vont finir par se lisser elles aussi. Et votre impôt sur le revenu. Donc, c'est pour ça, pour ceux qui ont beaucoup de variations, c'est aussi pour ça qu'on fait passer en société. Qu'est-ce qu'on y gagne? Je crois qu'on a fait un bon tour jusqu'alors, mais je vous rappelle, une gestion pilotée, vous versez que ce dont vous avez besoin et donc vous allez faire une économie d'impôt. Vous n'êtes pas imposé sur les sommes que vous mettez en réserve, à part l'impôt sur les sociétés. Comme vous allez vous verser que ce dont vous allez avoir besoin, vous allez faire une baisse substantielle de vos cotisations. Vous êtes protégé, apparemment j'ai une faute d'orthographe, excusez-moi. Vous êtes protégé en cas de pépin puisque la société fait écran entre votre patrimoine et vos créanciers. Et vous pouvez envisager d'associer d'autres gens, rédiger un pacte d'associés qui prévoit les conditions d'entrée et de sortie et la philosophie générale de votre association. Et vous envoyez à vos collaborateurs un message qui dit « Je suis prêt à t'accueillir
dans les meilleures conditions quand toi et moi, nous l'aurons décidé. Alors, une fois que vous vous êtes mis dans ce mindset-là, vous vous êtes dit, OK, c'est bon, probablement que je vais passer en société. Comment on passe en société? Comme on arrive à la fin de cette première partie, je vais prendre une question. La notion de vous ne mangez pas tout ce que vous gagnez, c'est en tenant compte du total des charges, 3 mois, à laisser sur le compte. Ça, c'est un peu des choses de cuisine interne. J'imagine que vous êtes en train de me dire, du coup, je laisse pour financer mon BFR, je laisse 3 mois, je laisse en trésor 3 mois de charge. J'imagine que ça doit être ça. Alors, en fait, ça n'a rien à voir. Votre 3 mois de charge, c'est parce que vous êtes, Charlotte, une bonne gestionnaire. Donc, je vous félicite, c'est vraiment bien. Mais c'est plutôt à la fin de votre année, vous voyez, vous avez fait… donner des chiffres, c'est toujours un peu clivant, mais en gros, je vais vous donner des chiffres simples. Vous avez facturé 100, vous avez 50 de charges, il vous reste 50 de revenus. Et vous, vous avez besoin que de 30. Voilà, c'est à ce moment-là où vous savez que vous ne mangez pas tout ce que vous gagnez parce que vous n'avez pas 4 chiens, 10 enfants et 2 maris, qui fait que finalement, vous avez besoin que de 30. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Les pauvres maris. Donc, en espérant avoir répondu à votre question, je passe à la deuxième partie qui sont donc… Alors, il y a plusieurs solutions pour passer en société, mais en gros, on a essayé de vous faire simple. On en a retenu 3. 3 façons de passer en société. Alors, vous allez retenir, et à la fin de la journée, de ces 2 heures, j'ai vraiment envie que vous ayez pris une décision. Donc, je vais essayer de vous simplifier l'histoire et surtout de vous donner des bornes intellectuelles, des jalons intellectuels pour avancer dans votre raisonnement. Donc, moi, je considère qu'à la fin de cette première partie, vous savez si vous devez vous mettre en société ou pas. Ensuite, la question que vous allez vous poser, c'est comment. Vous avez 3 façons. La première façon qu'on va regarder, c'est l'apport. Le principe de l'apport, c'est j'évalue mon fonds libéral, je prends cette évaluation-là et je vais constituer ma société avec cet apport. Vous savez que vous avez, ça vous ramène pour ceux qui ont fait du tricot au moment où c'était les droits de cours de droit des sociétés, mais une société, elle peut être constituée avec des apports. Elle est constituée avec des apports en numéraire, donc je mets du cash, je décide que ma société, mon capital social… Ah oui, et les apports, ils se retrouvent au capital social, vous vous souvenez, hein? Donc, ils peuvent être constitués avec des apports en numéraire. Donc, je décide que mon capital social est de 1000 balles, je mets 1000 balles, et donc sur mon capital social, il y aura écrit 1000. Il peut être constitué par des apports en nature. Donc, je vais typiquement soit décider d'apporter l'imprimante que j'ai, le scooter, mais aussi mon fonds libéral. Okay, donc, je vais prendre mon fonds libéral, je vais l'évaluer et je vais l'apporter. Et donc là, vous avez compris, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que mon capital social, il va augmenter du montant de l'évaluation de mon fonds libéral. OK? Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'était Maître Trucmuche, alors je vais vous prendre, c'était moi, Audrey, qui exploitais le fonds libéral d'avocat, et je vais le transporter dans la société Audrey qui va maintenant l'exploiter. Donc, je vais bien avoir un changement d'exploitant puisque c'était Audrey, personne physique, et que ça sera la société Audrey, personne morale, demain. Normalement, ça s'appelle une cessation d'entreprise. Et la cessation d'entreprise, c'est le truc qu'on veut éviter. OK ? Et c'est la raison pour laquelle l'apport est très bien fait, parce qu'en fait, on va avoir une atténuation des conséquences de la cessation d'entreprise. Et les conséquences de la cessation d'entreprise, on veut les éviter parce qu'elles imposent
l'imposition immédiate des résultats d'exploitation réalisés entre le début de l'exercice et la date de transformation. Donc, c'est-à-dire, hop, bam, vous décidez de transformer au 1er juin, bah, vous allez être imposé sur l'ensemble des résultats. Ensuite, vous allez être imposé sur les bénéfices en sursis d'imposition, donc toutes les factures qui ont été émises et qui ne sont pas réglées, catastrophe. Et vous allez être imposé sur les plus-values latentes également que vous auriez faites. Donc ça, c'est le truc qu'on veut éviter. Et vous allez avoir un régime hyper bien fait qui s'appelle le 151 octies. Et c'est un régime qui est sur simple option et qui est l'option, elle est exercée dans l'acte de constitution de la société. C'est-à-dire que dans vos statuts et dans votre contrat d'apport, il faudra bien faire référence à cet article-là parce que, en fait, cet article vous permet d'atténuer les conséquences, je vous ai dit, de la cessation d'entreprise avec. Vous allez séparer les biens non amortissables. Vous allez avoir un report de l'imposition de la plus-value le jour, alors je vais vous citer les cas, le jour de la cession des titres que vous allez détenir, le jour où vous allez les céder, vous serez imposé sur cette plus-value qui aura été reportée. Le jour où vos titres sont rachetés par la société ou le jour où il y a la cession des biens concernés par la société. Bon, ça, c'est carrément moins fréquent, mais en gros, ce que vous allez dire, c'est que vous allez dire ma plus-value, puisque j'ai changé d'exploitant, j'ai bien dit à l'administration fiscale que j'avais cédé, enfin que j'avais changé l'exploitant de mon fonds libéral. Donc, Audrey, j'ai évalué mon fonds libéral à 100. L'administration fiscale va considérer que je l'avais acquis à 0 puisque je l'ai créé. Donc, j'ai bien une plus-value de 0 à 100 qu'il faudrait payer normalement. L'administration fiscale, elle va me dire, écoute, cocotte, pas de problème. Comme c'est encore toi qui vas l'exploiter dans ta société, je vais reporter cette plus-value au jour où tu vas vraiment sortir de la société que tu as constituée. Du coup, le jour où je meurs, que je vends mes titres ou que ma société rachète mes titres, là, je vais payer ma plus-value qui aura été reportée. Pour les biens amortissables, vous allez avoir un régime de faveur qui va faire que l'imposition de la plus-value, elle va être faite de manière étalée. Vous voyez, vous allez pouvoir opter pour un régime d'imposition immédiate si vous avez envie, mais c'est assez rare. En pratique, vous allez pouvoir dire, je vais étaler mon imposition. Donc, je vais non seulement reporter ma plus-value, mais étaler l'imposition. Ce qui veut dire que globalement, quand vous allez faire votre apport, vous avez plein de moyens de faire que cet apport ne va pas vous mettre un énorme coup de bambou derrière la tête, au contraire. Ce que vous allez avoir à faire, c'est ce dont vous allez bénéficier, c'est que vous allez bénéficier de tout des stratégies, en gros, pour éviter que ça vous mette ce coup de bambou-là, et c'est bien fait. Ce qui est bien fait aussi, et que vous comprendrez pourquoi je vous le mets maintenant en tête, c'est qu'en gros, l'apport, c'est le truc le plus balisé du monde. Tout le monde en fait, ça n'est pas un problème. On en fait chez les libéraux et pas chez les libéraux. C'est un truc qui est hyper balisé. Et le 151 octies, c'est un mécanisme fiscal qui est hyper utilisé. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est les conséquences de l'apport. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, l'apport? L'apport, ça va faire que au sein de votre structure, vous allez dire, j'ai un fonds libéral qui vaut 100. Ce qui veut dire qu'au moment de la sortie et l'entrée des associés, il faut que vous ayez ça en tête. Vous allez dire, ça vaut au moins 100. Donc, au moment de la sortie de l'entrée, est-ce que ça va fluidifier ou pas les entrées et les sorties de la société? C'est une question.
ça va jouer sur la forme sociale que vous allez utiliser, vous allez voir. Mais en gros, vous allez patrimonialiser votre structure. Alors ensuite, vous allez du coup augmenter votre capital social. Alors, je vous demande de vous accrocher 2 minutes sur ce truc-là. Qu'est-ce que ça change d'augmenter le capital social? OK? Bon. Alors, vous êtes tous au courant que vous pouvez vous rémunérer via votre rémunération technique, mais vous savez aussi que vous pouvez vous rémunérer via des dividendes. OK? Pour ceux qui se sont déjà versés des dividendes dans leur vie, que ce soit des actions de La Poste, de Safran ou de leur société, vous savez que vos dividendes, ils sont normalement imposés à 30%, le truc qu'on appelle la flat tax. Okay? La flat tax, on dit tous que c'est 30%, mais en fait, ce n'est pas 30%. 30%, c'est la conjonction de 2 trucs. Hop, d'un côté, les prélèvements sociaux à 17,2 et de l'autre, l'impôt sur le revenu à 12,8. Ensemble, ça fait 30%. Sauf que vous savez que les dividendes, c'est censé être une rémunération du capital. J'ai des actions de La Poste ou de Safran, je ne travaille pas chez La Poste ou de Safran. Pour autant, on me donne de l'argent chaque année. Si la bourse a augmenté, on s'en fout. Donc, en gros, je ne travaille pas à l'intérieur de ma structure. Donc, je ne travaille pas à l'intérieur de ces structures, pardon. Donc, c'est bien de la rémunération du capital. En revanche, à l'intérieur de ma structure, à moi, c'est un peu différent puisque je travaille à l'intérieur de ma structure. Du coup, le législateur, il a dit, attendez les cocos, vous n'allez pas m'expliquer midi à 14h. Si vous changez du tout au tout la répartition entre les dividendes que vous allez vous verser et la rémunération que vous allez vous verser, vous n'allez pas m'expliquer que, en fait, on change les équilibres et ça fait que vous êtes moins imposé. Pour autant, c'est toujours de la rémunération du travail. Donc, le législateur a mis un seuil. Il a dit toute distribution de dividendes qui dépasse 10% sera toujours imposée à 12,8 d'hier. Par contre, vos cotisations seront celles que vous payez habituellement, votre taux de cotisation que vous avez. Donc, en gros, votre taux de cotisation RSI. Donc, pour vous la faire courte, vous serez entre 25 et 35% selon les gens. OK ? Du coup, ce n'est pas exactement la même chose de se distribuer des dividendes puisque ça sera plus 30%. OK ? Donc, comme pour revenir à nos moutons qui sont l'apport, comme l'apport, vous allez mécaniquement augmenter énormément votre capital social, vous allez pouvoir, quand vous faites un apport, vous dire en creux, OK, je vais payer à la fin, parce qu'à un moment donné, vous allez la payer, cette plus-value. Je vais payer à la fin, mais du coup, je vais pouvoir, au fur et à mesure du temps, un peu me rembourser cet impôt que je vais payer à la ferme en optimisant ma REM. OK ? Alors ensuite, vous avez une seconde technique qui est celle de l'OBO, okay? Owner Buyout ou cession, vente à soi-même. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le principe, vous allez avoir une société, vous allez constituer votre société. Cette société, elle va emprunter pour acheter votre fonds libéral. Je recommence. Moi, Audrey, j'évalue mon fonds libéral à 100. Je constitue une société, la société Audrey. Et la société Audrey va demander à une banque de me financer l'achat du fonds libéral Audrey. Donc, du coup, à la fin du jour, moi, personne physique, je vais récupérer les 100. En fait, je ne vais pas vraiment récupérer les 100 parce qu'il y aura d'impôt sur la plus-value. Donc, je vais récupérer 70, pour autant que la plus-value soit à 30. Je vais récupérer 70 et ce 70, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Et pendant 7 ans, puisque c'est classiquement les durées d'emprunt, ma société va pouvoir va rembourser l'emprunt. OK ? Alors, c'est une super technique, mais il faut juste faire attention à 2 choses. Première chose, même alerte que pour la première technique dont j'ai obligé de vous parler, que pour l'apport, tout ce que vous allez vous verser
Donc là, dans l'OBO, c'est-à-dire ce que vous allez verser en cession, mes 100 là dont je parlais, et tout ce que vous allez vous verser en dividende, ça ne sera pas nécessairement comptabilisé comme étant, vous n'allez pas payer des cotisations dessus. OK? Donc, ça veut dire que vous n'avez pas payé de CNBF. Donc, attention, les amis, c'est bien d'optimiser sa rémunération. Et si c'est pour faire dilapider l'argent dans la nature, vous n'allez pas payer de cotisation dessus. Du coup, vous n'aurez pas point de retraite dessus. Donc, il faut faire gaffe. Ensuite, pour l'OBO à proprement parler, je vous précise que du coup, il faut quand même réfléchir cette technique-là en ayant en tête, d'un côté, il faut que mon évaluation de mon fonds libéral corresponde au marché. Donc, pour que vous ayez en tête un truc pas mal, c'est une étude d'Interfimo qui a été faite, vous tapez et puis vous pouvez la télécharger, elle est vachement bien faite. Donc, vous avez en tête, il faut que ça corresponde à un prix de marché. Et l'autre chose que vous devez avoir en tête, c'est que vous devez continuer à vous rémunérer quand même. Ce que je veux dire, c'est que quand vous aurez vendu votre fonds libéral, vous n'allez pas décupler votre capacité à générer du chiffre. Donc, si vous avez mis votre fonds libéral hyper cher, du coup, votre société, elle ne va pas pouvoir payer le remboursement de l'emprunt et vous payer vous en tant qu'avocat. Et donc, l'administration fiscale, elle va dire quoi? Elle va dire, mais en fait, vous êtes foutu de moi. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme c'est à la mode en ce moment. Du coup, elle va vous dire, mais en fait, ce que vous êtes versé, les 100 dont on parlait, donc votre prix de cession, ce n'est pas du prix de cession. Vous, ce que vous vous êtes versé, c'est de la REM optimisée. Donc, bam, elle retaxe tout le monde. Catastrophe mondiale. Donc, c'est surtout, donc c'est une bonne technique, mais vous devez faire attention à combien vous allez valoriser votre société, enfin votre fonds libéral, pardon, et vérifier que ça colle bien dans le cadre d'un prévisionnel pour que vous continuiez à vous payer. Il faut que vous sachiez que c'est un peu aussi le moment d'acheter le fonds libéral parce que depuis la loi de finances, on peut amortir son fonds libéral. Donc, c'est encore plus intéressant. On va pouvoir baisser en plus en faisant des charges. Petite pause musicale pour le mouchage. Pardon. Du coup, ensuite, vous avez une troisième technique qui répond… Oh là, je suis désolée, mes puces qui sont parties. Bon, bref. Le fonds libéral, le Comoda, pardon, c'est le truc qui vous ramène aux cours que vous n'avez pas écoutés quand vous étiez sur les bancs de la fac. C'est le prêt à usage, prêt gratuit à usage. C'est ça le Comoda. Donc, je reprends mon exemple. Audrey, personne physique, avocat, prête à la société Audrey son fonds libéral. Donc, il faut que vous sachiez que c'est en gros des 3 techniques que je vous ai proposées. C'est la plus simple. C'est un contrat. Ce que je vous engage à faire, c'est absolument quand vous faites ce type de technique-là, c'est que vous l'enregistriez. Il faut absolument le faire. Vous l'enregistrez volontairement. Ce n'est pas obligatoire du tout, mais faites-le. Mais en gros, l'apport, je vous ai dit, il est balisé. La cession, c'est une cession, donc c'est balisé. Donc, pour autant que vous n'ayez pas fait n'importe quoi sur l'évaluation et que vous ayez continué à vous payer, a priori, ça fonctionne. Le truc, alors, pour l'apport, pour la cession, juste, nous, quand les gens le font de moi à moi-même, c'est plutôt quelque chose, sauf à ce que la personne puisse continuer à se payer. Donc, ça veut dire qu'elle avait vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Nous, on conseille quand même de plutôt faire cette technique-là quand on va rejoindre d'autres gens, c'est-à-dire on vend tous nos fonds libéraux à une société qui emprunte et qui rachète pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde fait un cash-out, ou quand on a les velléités d'associer des collaborateurs. À partir de ce moment-là, on vend le fonds libéral de l'associé, c'est une super technique à ce moment-là, suffisamment en amont, comme ça l'associé paye sa retraite puisqu'il continue l'associé historique contribue à rembourser l'emprunt et il n'est pas frustré puisqu'il est sorti avec un peu de cash. Et le collaborateur, il n'a pas l'impression de payer 2 fois son travail. Donc, c'est une bonne solution. Ensuite, excusez-moi de cet aparté, Comoda, donc je fais un prêt
Mais du coup, dans les deux choses dont je vous ai parlé, c'est un truc hyper intéressant parce que c'est balisé. Le Komoda, ça l'est un peu moins. En gros, c'est hyper fréquent chez les avocats. Nous, on en fait plein. Mais c'est hyper fréquent que chez nous, enfin chez les professionnels libéraux. Du coup, il y a eu des redressements, donc pas à ma connaissance, mais il y a eu des jurisprudences qui ont considéré que, en fait, le fait de prêter et de cesser l'exercice, puisque de fait, on le cesse, on devient prêteur, mais on cesse, du coup, on devait avoir les fameuses conséquences de la cessation d'entreprise. Et donc là, c'est la catastrophe. Alors, pourquoi est-ce qu'il est utilisé et pourquoi il continue à être utilisé, vous me direz-vous, c'est qu'en fait, il ne patrimonialise rien du tout, en fait, le Komoda. C'est-à-dire que vous prêtez. Donc, il n'y a pas de question de savoir qui est-ce qui repart avec la clientèle ou pas la clientèle. Vous l'avez prêté. OK? Donc, c'est le même avantage que l'ARPI. C'est-à-dire que vous avez prêté, le jour où vous partez avec votre clientèle, il n'y a pas d'indemnisation de clientèle de je ne sais pas quoi. Donc, du coup, c'est assez agréable parce que c'est quelque chose qui pacifie quand même beaucoup les relations, vous voyez? Donc, quand on veut avoir des sorties fluides, c'est vrai que c'est très intéressant de le faire. Mais encore une fois, il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas quelque chose qui est sans risque. Donc, si vous devez avoir un truc, un arbre décisionnel, en gros, les deux trucs les plus safe, enfin, le truc le plus safe, le truc où il n'y a personne qui va vous poser quoi que ce soit comme question, c'est l'apport. Ce que vous devez avoir en tête quand vous faites un apport, c'est je vais payer après, à la sortie, c'est là où je payerai une plus-value, sûre. Et l'autre chose, c'est que vous allez patrimonialiser votre structure. Donc, ayez-le juste en tête, on va en parler après, mais ayez-le en tête. Quand vous allez faire une cession, pareil, vous allez aussi patrimonialiser votre structure puisque vous l'avez acheté, votre fonds libéral. Ce que vous avez à avoir en tête, c'est une super technique quand on se groupe à plusieurs, un peu moins quand on est tout seul. Quand on est tout seul, elle peut être remise en cause. Globalement, j'estime que le risque est moins important si vous continuez à vous payer quasiment le même montant. Et troisième solution, Komoda. Vous voulez absolument avoir un truc hyper léger, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous assumez les risques fiscaux, le Komoda, c'est le truc le plus simple. Le truc le moins cher. Si vous n'êtes pas prêt, vous avez des choses qui vous restent. Mais le truc, donc je vais vous parler de l'ARPI, il y a aussi rester en individuel, il y a la SCM, les cabinets groupés, enfin vous avez plein de trucs. Mais je voulais quand même vous parler de quelque chose. Donc, loi de finances pour 2022. Depuis, en fait, ils ont inventé un truc qui est que les entrepreneurs individuels maintenant vont pouvoir passer à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un truc de fou parce que, en gros, ça correspond à rien qu'on connaissait. Donc, vous, en tant qu'individuel, vous allez pouvoir passer à l'IS sans passer en société. Donc, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce que ça va imposer. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il semblerait que, que le montant de 10%, parce que je vous ai dit, vous savez, normalement, le 10% pour la flat tax, c'est un truc qui est hyper intéressant, mais c'est en dessous de 10% du capital social. Or, en gros, nous, quand on reste en individuel, il n'y a pas de capital social. Donc, sur combien est-ce qu'on pourrait le faire? Il semblerait que ça serait un truc hyper intéressant puisque ça serait un pourcentage du montant du bénéfice. Donc, du coup, pas du tout la même 10% du montant du bénéfice. Donc c'est hyper intéressant parce que globalement, là, pour le coup, les bénéfices, ça peut être beaucoup plus important que votre capital social à 1000 balles, vous voyez. Donc, à voir, mais il semblerait que c'est ça qui se profile. Nous, on n'en a pas encore fait et ça serait une option qu'on exercerait pour un temps donné. Donc, c'est la fin de, pour ceux qui connaissaient, c'est la fin de l'EIRL, mais en gros, on n'est pas hyper triste qu'elle soit partie. Discussion. Alors,
Hop, 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 hop. Je continue. Alors, Anaïs, quand on est en phase de démarrage, jeune cabinet, et que, à défaut de dépenser à titre perso, tout ce qu'on gagne, on investit dans le cabinet, tout ce qu'on gagne, outre le revenu et la trésorerie. Nouveau logiciel, matériel informatique, collab, bref, on est en mode warrior. C'est pas ce qu'elle écrit, c'est moi qui le commande. Est-ce que la même logique s'applique? Autrement dit, si on n'est pas très gourmand sur le revenu les premières années. Les premières années, si vous mettez beaucoup d'argent en développement, non, vous n'êtes pas obligé de passer en société. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est si vous, manifestement, Anaïs, vous avez envie de faire plein de trucs, donc je ne suis pas sûre que l'exercice individuel, ce soit votre endgame, comme on dit en bon français. Du coup, je serais vous, je me mettrais en société assez rapidement. Et comme ça, je verrai comment ça fonctionne. Parce qu'a priori, je ne suis pas sûre que… Enfin, la façon dont vous décidez d'aborder ça, probablement qu'un jour, vous aurez besoin d'associés ou d'autres choses. Et que du coup, quand je vous ai dit, encore une fois, quand vous avez fait la philosophie, quand vous avez mis en place les choses, c'est quand même plus facile d'aller voir des associés pour leur dire, voilà comment moi j'ai réfléchi mon truc, comment toi tu as réfléchi. Alors, pour l'apport, faut-il faire, donc Charlotte, pour l'apport, faut-il faire évaluer les biens ou justifier de factures pour déterminer la valeur de l'apport? Non, il faut évaluer le fonds libéral. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux experts comptables ou à Interfimo de faire une évaluation du fonds libéral. Bonjour, cela se trouve où les fonds libéraux éligibles à l'OBO? Ce n'est pas très courant. Ah si, c'est très, très courant. Dans les banques, c'est très courant. La vente de fonds libéraux, c'est très courant. Enfin, nous, on en fait vraiment beaucoup. Et il y a même une banque qui s'appelle Interfimo, qui est spécialisée pour les professions libérales, qui en fait énormément. Alors, on passe à celui d'après. Quelle forme sociale choisir? Donc, vous êtes convaincu par ma première partie il faut se mettre en société. Vous avez 3 solutions pour vous mettre en société, de la moins risquée à la plus risquée, apport, cession, commoda. Et c'est aussi de la moins simple à la plus simple, apport, cession, commoda. Vous avez fait votre choix et du coup, vous savez comment vous allez partir. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que je fais comme société bon sang? Pour ne pas dire autre chose. Du coup, vous avez plusieurs choix. Avec des choix qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Encore une fois, ce n'est pas pareil. Premier choix, vous décidez de passer vraiment en société. Vous allez comprendre pourquoi je dis vraiment en société. Mais vous avez décidé de passer vraiment en société. Et vous faites soit une société d'exercice libéral, soit une société de droit commun. Parce que vous êtes au courant que vous pouvez faire des sociétés d'exercice libéral. Parfois, vous n'êtes pas au courant que vous pouvez faire des sociétés de droit commun, c'est-à-dire toutes les formes sociales qui ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant, c'est-à-dire une SARL, une SA, une SAS, une SCA, c'est moins courant, et sont exclus les SNC, les SC. OK? Ça, c'est toutes les formes sociales que vous pouvez prendre. Le principe, avant la loi Macron, ces sociétés-là devaient être détenues en majorité par des exerçants à l'intérieur de la structure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui veut dire, je vous la fais court, vous pouvez avoir, par exemple, des sociétés qui sont détenues en majorité par des non-exerçants, c'est-à-dire des holdings, par exemple. Intéressant de le savoir et de le noter. Vous pouvez aussi, il faut que vous le sachiez, avoir des détentions capitalistiques presque à 90% par des notaires qui détiennent des avocats ou des avocats qui détiennent des notaires. Okay? Et ce que je vous ai mis juste avant, pour que vous l'ayez en tête, c'est qu'en revanche, l'interpro dont je parle, là, l'interpro capitalistique dont je parle,
il y a une exclusion des notaires, des experts comptables et des CAC à ce niveau-là. Hein. On ne peut pas avoir en détention directe, donc je ne parle pas des holdings, en détention directe, je ne peux pas avoir autre chose que des professions juridiques et judiciaires. Okay. Alors, la question que vous allez me poser maintenant, c'est « Mais Audrey, c'est quoi la différence entre les sociétés commerciales et les SEL ?» Alors, je vais vous en citer plusieurs, avec des qui sont importantes et des qui ne sont pas importantes. Dans la catégorie des pas importantes, il y a l'immatriculation. Quand on immatricule une société d'avocats, par exemple, on passe devant l'ordre, on dit « je veux monter une société », la société est inscrite au tableau, il nous donne un petit papier et ce papier-là, on va l'amener au greffe. Et le greffe refuse d'immatriculer si on n'a pas ce papier-là. Vous saurez que la loi est mal faite parce qu'en fait, tout le régime des SEL, il est contenu dans une loi de 90 qui est imbitable et incompréhensible avec 2500 décrets. Et le législateur, soi-disant pour simplifier, quand il a mis en place les sociétés de droit commun, plutôt que de refaire une loi, il a fait référence à des dispositions et pas à d'autres. Et en faisant cette référence-là, eh ben, en fait, il n'a pas fait référence à l'obligation pour les sociétés d'être d'abord inscrites, pour les sociétés de droit commun, d'être d'abord inscrites au tableau avant de présenter l'immatriculation. Et des malins, des petits malins, ont décidé de présenter les dossiers quand même. Il y a certains dossiers qui ont été acceptés. Vous n'êtes toujours pas inscrit au barreau, donc c'est quand même un peu con, mais bon. Il y a certains dossiers qui ont été acceptés, mais en majorité, les greffes refusent. Important que vous ayez en tête la détention du capital. Donc, mamie qui est sur sa balançoire. Pourquoi? Parce qu'en gros, les héritiers et les retraités en SEL, donc ce n'est pas le cas en société d'exercice libéral, en SEL, les héritiers et les retraités peuvent conserver leurs titres pendant 5 ans pour les héritiers et 10 ans pour les retraités. Donc, c'est un truc hyper intéressant. Alors, après, on vous a parlé de la direction. Normalement, les dirigeants des SEL doivent être des mandataires sociaux, doivent être des exerçants dans la structure. Pardon, excusez-moi, c'était mal dit. Ce n'est pas le cas en société d'exercice libéral, en société de droit commun. Alors, il faut que vous sachiez que c'est pareil, c'est une loi qui n'a pas été reprise. Donc, en gros, la loi, elle dit pour les SEL, les dirigeants doivent être des exerçants. Et cette loi-là, elle n'a pas été reprise pour les sociétés de droit commun. Donc, il y a des malins qui se sont dit, mais alors, c'est super, du coup, Tata Rachel, qui n'est pas avocate, ma copine du 3e ou un directeur financier, en fait, ils vont pouvoir être mandataire social dans mon cabinet d'avocat. Pareil, même si la loi le dit, c'est retoqué par les ordres. Responsabilité civile professionnelle. Alors, je vous refais un petit cours. Hein. Vous savez que vous avez 2 types de responsabilités. Vous avez la responsabilité aux dettes sociales. Vous n'avez pas payé votre URSSAF, vous n'avez pas payé vos cotisations, vous n'avez pas payé. Hop, on vous met vous devez payer et on vous met potentiellement, vous, en liquidation judiciaire ou la société en liquidation judiciaire si vous exercez en société. Ça, c'est la responsabilité aux dettes sociales. Ensuite, vous avez la responsabilité civile professionnelle. La responsabilité civile professionnelle, vous pétez un délai, vous donnez un mauvais conseil, bref, vous êtes condamné parce que votre conseil a été mauvais ou parce que vous avez fait preuve de négligence dans votre dossier. OK? Ça, c'est votre RCP. La loi dit pareil pour les sociétés d'exercice libéral. La loi dit l'avocat est responsable en gros sur son patrimoine personnel, blabla. La société est solidaire avec lui. Ça, c'est inscrit dans la loi. Pareil, cette disposition-là, elle n'a pas été reprise
pour les sociétés de droit commun. Donc, certains ont considéré que du coup, il n'y avait pas de solidarité de la société. Alors, nous, on ne considère pas ça, on ne dit pas ça. Nous, ce qu'on dit, c'est, on dit, OK, ce n'est pas prévu par la loi, mais par contre, ça peut être prévu par un contrat d'assurance. OK ? Alors, ensuite, vous avez d'autres différences. Je les mets ensemble, exclusion et agrément. Ce n'est pas hyper intéressant d'en parler là maintenant, mais il faut que vous sachiez que les majorités qui sont prévues dans l'un et l'autre ne sont pas les mêmes. Plus intéressant, l'histoire du compte courant. Le compte courant, pour ceux qui ne sont pas des dingos de la compta, je vous explique qu'est-ce que c'est. Je vous rappelle plutôt qu'est-ce que c'est. Donc, on est toujours avec Audrey, la société Audrey. Je suis associée unique de la société Audrey. La société Audrey, elle commence dans le même esprit que tout à l'heure, celle qui disait qu'elle démarrait. J'ai oublié votre prénom, Anaïs, je crois. Bon, bref, Anaïs, Anaïs et moi, on démarre. Et donc, du coup, elle disait, voilà, je mets de l'argent à l'intérieur de ma société, mais quand vous mettez de l'argent à l'intérieur de la société, c'est intéressant d'en mettre et vous allez, en fait, c'est votre argent perso que vous allez mettre à l'intérieur. Et comme c'est votre argent perso, c'est un truc qui est bien parce que vous pouvez faire des comptes courants. C'est-à-dire que la société va inscrire dans son bilan qu'elle vous doit de l'argent. Donc, le jour où vous allez pouvoir enfin récupérer les bénéfices de votre développement de dingue, ça va être bien parce que vous allez pouvoir récupérer de l'argent sur la société, mais ça ne sera pas de l'argent, ça ne sera pas de la rémunération, ça sera du remboursement de compte courant. Parce que la société aura comptabilisé que vous avez mis à sa disposition certaines sommes. Donc maintenant qu'on refait le tour, pourquoi est-ce que je vous parle des comptes courants? C'est que en société d'exercice libéral, les comptes courants, ils sont limités. La loi, enfin un décret les limite. Va savoir pourquoi, on ne sait pas. En gros, il n'y a pas cette limite-là pour les comptes courants dans les sociétés commerciales de droit commun. Donc là, le décret, il dit quoi? Il dit que dans les sociétés d'exercice libéral, le compte courant est limité à 3 fois la mise en capital de l'associé pour les associés exerçants et 1 fois la mise en capital pour les associés non exerçants. Je vous prends un exemple concret. Maître X et Maître Y décident d'exercer ensemble au sein d'une société. Leur capital social est de 100 et ils l'ont divisé à 50-50. Il y en a un qui est exerçant, Maître X, et Maître Y, il n'est pas exerçant à l'intérieur de la société. Maître X, qui est exerçant à l'intérieur de la société, va pouvoir mettre à la disposition de la société une somme allant jusqu'à 150, donc montant 3 fois sa mise en capital, alors que Maître Y ne pourra mettre que 50. OK? Cette limite-là, elle n'existe pas en société commerciale. La loi ne l'a pas reprise. Et enfin, dépatrimonialisation, la loi ne la prévoit que pour les SEL. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur la dépatrimonialisation, dont vous avez peut-être entendu parler, mais que vous ne savez pas exactement ce que c'est. La dépatrimonialisation, c'est de dire que de la valorisation de ma société, je sors la valeur de la clientèle. Quand vous faites une société d'exercice libéral, quand vous faites une société de libéraux, vous avez 2 façons de voir les choses. La façon des notaires et la façon des avocats, si je dois caricaturer. Okay? La façon des notaires, c'est mon truc vaut quelque chose. Le jour où je partirai, je revendrai mes titres. La façon des avocats, c'est mon truc ne vaudra jamais rien. Du coup, quand il y en a un qui va rentrer ou quand il y en a un qui va sortir, je veux que ça se fasse à 0 €. Je ne veux rien lui devoir. Je ne veux qu'il ne me doive rien parce que je sais qu'il va se barrer avec sa clientèle et qu'il va me laisser en plan avec les mètres carrés, ceux qui étaient mauvais, et il aura pris les bons et il m'aura laissé du jour au lendemain comme ça avec mes
120 mètres carrés dans le 8e. OK? Deux conceptions, deux façons de voir les choses, sans donner de… Je pense qu'on y revient un peu, parce que je pense que maintenant, les investissements dans les cabinets deviennent tellement importants qu'on se rend compte que ce n'est pas très logique, entre guillemets, de décider que ça ne vaut rien. Donc, on essaye de faire les choses au fur et à mesure, mais en gros, c'est ça un peu le sujet. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire que je veux que les entrées et les sorties de mes associés se fassent à 1 euro, quoi. En gros, à rien, à 1 bal. C'est parce que je considère que mon associé va venir avec sa clientèle, il va l'exploiter, il va m'aider à faire grossir ce cabinet, mais le jour où il va ressortir, il faut qu'il ressorte avec… Comme il va ressortir avec sa clientèle, je vous ai dit, il va me laisser des mètres carrés, probablement me laisser ceux qu'il a considérés comme étant ceux qui ne devaient pas venir avec lui, je vais me retrouver potentiellement avec des problématiques. Et donc, je veux rien, je veux surtout pas le payer non plus. Du coup, je vais dire que dans mes statuts, je vais dire que la clientèle civile n'est pas valorisée pour mes parts. Alors, ça, c'est inscrit dans la loi. La loi le permet. C'est quand même un truc de fou quand vous y réfléchissez, parce que c'est comme si vous disiez, je sais pas, une usine de vente de voitures, pour comptabiliser la valeur de l'usine, je ne vais pas comptabiliser les voitures qui sont dedans. C'est assez dingo, vous voyez. Ça répond à un impératif économique, mais c'est assez dingue. Moi, je n'ai pas connaissance de redressement qui aurait été fait par l'administration fiscale qui considérait qu'on se fout de sa gueule, en gros. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que potentiellement, un jour, l'administration fiscale va se réveiller. Mais c'est vrai que c'est autorisé dans les SEL. Alors, on a beaucoup d'arrêts qui sont passés dernièrement sur la valorisation des titres. Donc, la loi le permet pour les SEL. Elle reprend pas cette loi-là, elle ne reprend pas cette disposition pour les sociétés de droit commun. Néanmoins, dernier arrêt en date deux arrêts. Un arrêt De Gaulle-Florence, donc cabinet d'avocats, les retrayants voulaient partir avec une partie des réserves, ils avaient signé un pacte d'associés disant que en fait ça valait rien, et la Cour de cassation a maintenu le fait que ça valait rien, donc bon. Et deuxième arrêt dernièrement, pas en société d'exercice, enfin pas pour des libéraux, mais pour une société classique. Et cette société-là avait fait une promesse à un dirigeant de filiale de lui céder les titres de la filiale à 1 euro. L'administration fiscale a considéré que c'était pas la valeur économique de la société et que donc ça aurait dû être retaxé. Et la Cour de cassation a indiqué que ce n'était peut-être pas la valeur économique, mais il y avait un intérêt à la société à proposer à ce directeur de filiale de racheter sa filiale à un moment donné. Donc, elle a validé la valorisation très basse. Donc, ça pour vous dire qu'on était hyper rassurés quand même avec cette histoire de valorisation, enfin, de sortir la clientèle civile de la valorisation, ce qui est quand même hyper important tout de même, notamment quand on fait des apports ou de la cession, puisque vous avez bien vu que vous avez dans votre actif, vous allez comptabiliser à un moment donné cette valeur de clientèle. Donc, ça fait quand même pas de mal d'avoir cette disposition-là au sein de ces, enfin, qui régissent les SEL. Maintenant, il est vrai qu'il semblerait qu'on ait maintenant une acception un peu plus souple de la valorisation en tenant compte de l'intérêt économique de l'opération. Alors, si vous finalement… Attendez, juste une seconde. Pareil, je me mets… Ah non, je n'ai pas fait le bon truc. Aïe, 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 pardon. Pardon. J'ai fait une bêtise, pardon.
Non, est-ce que vous revoyez? Non, vous ne revoyez plus mon écran. Bon, alors, je vais recommencer. Pardon. Excusez-moi. Je recommence. Voilà, normalement, vous revoyez là, non? C'est bon. C'est pas. Donc, vous avez donc décidé de vous mettre en société, blablabla. Bref, on arrive au truc où, en fait, vous n'avez pas envie. Pourquoi les gens choisissent l'ARPI? C'est que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir à des questions de capitaux propres, de valeur de part, de valorisation de la structure, en fait. C'est vraiment des structures qui ne sont pas patrimonialisées. Ce qui n'empêche pas, dans les harpies ou les structures anglo-saxonnes, donc qui n'ont pas patrimonialisé leur exercice, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que la clientèle, elle allait, elle rentrait, elle sortait comme on veut. En revanche, ces gens-là, pour quand même que les associés participent à l'effort de guerre, ils demandent à leurs associés de mettre des capital contribution, c'est-à-dire que quand vous arrivez au sein de cette société, au sein de cette harpie, vous allez mettre, par exemple, l'équivalent je sais pas, d'un montant qui correspond à 4, 5 fois, 6 fois ou un an de REM, de votre REM. Et ça va aider le fonds de roulement de la société. Et donc, le jour où vous allez ressortir, vous ressortirez avec votre REM. C'est comme un compte courant, comme un prêt. Et c'est des gens, quand ils choisissent l'ARPI, c'est des gens qui décident qu'ils ont envie de tester aussi. Alors, moi, cette histoire de test, j'y crois vraiment pas, je dois vous le dire, parce que mes années d'expérience m'ont montré que quand tu commences, en fait, c'est tellement compliqué après de démanteler une ARPI qu'en gros, tu restes avec ton ARPI. Alors, la façon de faire qui peut être faite, c'est si vous mettez rien en commun au sein de l'ARPI. Je vais vous expliquer. Alors, les particularités de l'ARPI, c'est que c'est une structure d'exercice. C'est un truc un peu schizo parce que c'est une structure… Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas regardé. Sorry. Je n'ai pas regardé. Si je comprends bien, donc les questions, pardon, si je comprends bien, cela permet aussi d'avoir des niveaux différents d'investissement assez simplement. Qu'est-ce qui permet d'avoir des… Excusez-moi, je suis désolée. Je n'ai pas très bien compris, Anaïs, votre question. Qu'est-ce qui permet d'avoir des niveaux d'investissement assez différents? Je ne sais pas. La société, le fait que vous ne donniez pas le même nombre de titres à tout le monde, je suis désolée, le compte courant d'associé. Ah oui, le compte courant d'associé, non, non, le compte courant d'associé, ça vous permet de mettre à l'intérieur de votre structure, de permettre à votre structure de vous permettre de donner à votre structure de l'argent et que cet argent ne soit pas injecté juste et en fait, vous n'en revoyez jamais la couleur. Ça vous permet de l'injecter et ensuite de le récupérer le jour où vous aurez plus de sous. Donc, c'est pas mal. Alors, l'intuitu personnel de la clientèle est le pendant de la dépatrimonialisation. Oui, Patrick, oui, bien sûr, c'est le pendant de la dépatrimonialisation. Oui, bien sûr, c'est comme ça que de tout temps, les gens l'ont justifié. C'est effectivement comme ça que les gens l'ont justifié. Comme il devait y avoir une dépatrimonialisation, puisque en fait, les clients repartaient avec les avocats. Après, la question, c'est de savoir si c'est très satisfaisant. Moi, je ne trouve pas, mais parce que j'ai envie de construire une entreprise. Oui. Donc, je reviens à l'ARPI. Elle est dépourvue de patrimoine social. C'est une société de participation ostensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa création fait l'objet d'une publicité légale, qu'elle est inscrite au tableau de l'ordre, que c'est une association qui est connue des tiers, que les membres agissent bien en qualité d'associés et qu'elle va avoir comme objet
l'exercice de la profession d'avocat. Qu'est-ce que ça a comme conséquence que l'harpie n'ait pas de personnalité morale? Le fait qu'il n'y ait pas de patrimoine social, ça va avoir comme conséquence, ça va avoir que les entrées et les sorties des associés vont être facilitées puisque j'ai pas de montant de capital social, genre j'ai pas 10% de 1 000 € en fait. Et on va se poser la question de savoir combien est-ce que mes parts valent, est-ce qu'elles valent toujours 10 ou 100 en l'occurrence, ou est-ce qu'elles valent plus ou est-ce qu'elles valent moins. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est pour ça que les entrées et les sorties sont facilitées. En revanche, elle ne pourra pas ester en justice, elle ne pourra pas contracter. Donc, contrairement à ce que tout le monde pense quand je vois l'harpie Trucmuche par l'intermédiaire de son gérant qui a signé tel ou tel contrat, notamment de collab, notamment de plein de trucs, ben, en fait, juridiquement, ça n'aura pas de sens. Ce n'est pas l'harpie qui aura signé, c'est l'indivision des associés qui aura signé. Faites attention. Du coup, quand il y aura une procédure collective, ben, ça vous protégera pas, puisque c'est les associés qui vont être sous le coup d'une procédure collective. Ça ne sera jamais la structure, puisqu'elle n'a pas de personnalité morale. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les droits et les obligations, ils reposent sur les associés en qualité de co-débiteurs des engagements. Et faites gaffe parce que ça a des conséquences importantes. Prenez le bail. Le bail, vous commencez votre exercice en harpie, vous signez un bail. L'harpie signe un bail où chacun des avocats signe un bail, est co-débiteur du bail. Si vous n'avez pas dit au moment où il y en a un qui part que vous partiez et que ça n'a pas été validé par le bailleur, bah, vous pourrez toujours dire que vous partez, mais si demain vos associés ne payent plus le loyer, vous pourrez continuer à être appelé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, évidemment, l'harpie, c'est trompeur parce que c'est une apparence hyper simple. Et c'est bien, hein, franchement. C'est évidemment que c'est simple et évidemment que ça répond à un certain nombre d'engagements, mais il faut quand même avoir en tête que ce n'est pas non plus la panacée, en tous les cas en termes de protection. Alors ensuite, après, ça a les avantages de sa souplesse. C'est que du coup, vous pouvez avoir autant de mandataires que vous voulez, vous pouvez organiser ce que vous voulez, vous pouvez faire un pacte de dingue avec des trucs hyper compliqués. Vu que c'est contractuel, vous en faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez avoir l'histoire de la clé de RPVA. Alors, essayez de faire que, en fait, ce soit les associés qui soient titulaires de la clé RPVA, pardon. Ça, c'est important parce que si c'est l'harpie, après, c'est vraiment trop galère pour le jour où vous voulez changer. Et donc, ce que je vous disais, c'était que, en gros, on va avoir des biens qui vont être soumis à 2 régimes distincts. Vous allez avoir ceux qui vont être apportés en jouissance, c'est-à-dire que chaque associé va rester propriétaire de son bien et va l'apporter en jouissance. Et vous allez pouvoir avoir l'apport en indivision. Et à ce moment-là, c'est très différent parce que du coup, vous allez tous participer, excusez-moi, vous allez tous être copropriétaires de ce bien que vous aurez mis en indivision. Le jour où vous allez vous retirer, vous n'allez pas avoir un bout de ce bien-là. Vous allez avoir une compensation en numéraire en contre-valeur en quote-part d'actifs. C'est pour ça que je vous dis, si vous envisagez vraiment de faire une harpie à laisser, mettez rien en indivision. Et le jour où vous voulez vous mettre et vous transformez l'essai, c'est-à-dire vous dites « Ok, c'est bon, on va partir là-dessus », soit vous gardez votre harpie parce que vous avez trouvé que c'était très bien, soit vous vous mettez en société. Mais du coup, votre harpie, elle sera dissoute en 2 secondes. Alors, ensuite, je vous ai mis quelques exemples. Vous voyez, pour les biens dont la propriété est indivise, le bail, je vous en ai parlé.
qualité de co-employeur. Pour les contrats de travail, pour les contrats de collaboration, vous aurez la qualité de co-employeur. OK ? Les factures, alors juste pour que vous ayez en tête, quand vous faites une ARPI, c'est l'ARPI qui va facturer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, l'ARPI va facturer, l'ARPI va encaisser. Et après, ça va être redispatché sur la tête des associés en fonction de la clé de répartition qui aura été déterminée. Alors, ensuite, vous avez le fonctionnement de l'association. Dans le fonctionnement de l'association, vous allez avoir les droits des associés. Donc, vous voyez, quand on est dans une société, les associés, ils ont des parts sociales ou des actions. Vous allez avoir des droits si vous vous mettez en ARPI. Donc, vous allez avoir des droits sur les bénéfices. Ce n'est pas des droits qui peuvent se céder, puisque de fait, ils n'ont pas de valeur économique. Mais pour autant, c'est contractuellement, ça va vous donner un droit de. Il y aura un principe qui est que la clientèle est complètement mise en jouissance. Donc, vous avez un droit de retrait lorsque vous êtes en ARPI. Et donc, au bout de 6 mois, vous devez sortir. Et donc, on ne pourra pas vous demander d'indemniser quoi que ce soit parce que votre clientèle vous suit. Ensuite, vous allez aussi contribuer aux dettes de l'association. La contribution aux dettes, elle va être indéfinie et conjointe à proportion de chacun, des droits de chacun à l'intérieur de l'association. Ayez-le vachement en tête ça, parce que si rien n'est marqué, c'est à proportion égale. OK ? Donc, vraiment, faites attention à ce que la contribution aux pertes soit bien proportionnée au sein de votre association. Ensuite, vous pouvez faire, alors, c'est-à-dire que c'est de droit maintenant que vous allez avoir une insaisissabilité de la résidence principale. Il faut que vous ayez en tête, mais maintenant, c'est vrai que c'est de droit. Alors, en gros, l'ARPI, pourquoi est-ce qu'on va choisir? En fait, l'ARPI, c'est un truc bizarre parce que moi, j'ai vu des ARPI hyper intégrés et j'ai vu des ARPI pas du tout intégrés. Et c'est marrant parce que selon comment on traite l'ARPI, c'est des associations qui sont des associations protéiformes. Qu'est-ce que sont les inconvénients des ARPI? Elles ne permettent pas de faire des réserves. Sauf option à l'IS, il n'y a pas de réserve. Il y a une responsabilité qui est très étendue des associés aux dettes sociales. Je n'ai pas de société qui fait écran. C'est une structure qui n'est pas connue du grand public. Donc, le jour où il y a eu les PGE, par exemple, il n'y a eu aucune ARPI qui a eu un PGE. Parce qu'en gros, il n'y a que des avocats qui font des ARPI. C'est une société qui est figée. Elle ne peut pas être transformée. Je ne peux pas transformer mon ARPI en quelque chose. Je ne peux pas non plus faire d'activité commerciale accessoire. Et je dois avoir absolument 2 associés. C'est-à-dire que si vous êtes 2 ou vous disputez, du jour au lendemain, l'ARPI est dissoute. Et elle ne permet pas non plus l'association avec des tiers réglementés. Il peut y avoir que des avocats au sein d'une ARPI. Par contre, les avantages, c'est une très grande souplesse de l'association. Que la clientèle, elle n'est pas apportée, elle est mise à disposition. Du coup, il n'y a pas de problématique de valorisation au moment du départ. Après, il y a des options IS qui sont possibles. L'ARPI, elle peut être à l'IS. Et après, je peux aussi avoir… Alors, pour des clients, on a monté des choses différentes. C'est qu'on a fait des ARPI avec au-dessus des CELARLU. Vous voyez, ça pose d'autres questions et d'autres problématiques, mais les gens ont l'impression de régler un certain nombre de problèmes en prenant ces options. Ensuite, les 7 questions à se poser. Donc, vous avez compris pourquoi je me mets en société. J'ai 3 solutions pour me mettre en société. Je décide de me mettre en société, je choisis soit entre la société d'exercice libéral, soit avec la société de droit commun. Je suis je suis à l'aise avec aucune de ces 2 solutions-là. J'ai un truc hybride qui est l'ARPI, ou des choses qui m'aident dans mon fonctionnement, mais qui ne m'aident pas dans mon exercice, qui sont l'option à l'IS, les SCM, les cabinets groupés, etc.
Mais si je suis toujours dans mon truc où je mets de côté ces options alternatives et je dis, je veux constituer une structure, mais je n'ai pas choisi entre société d'exercice libéral, société de droit commun ou ARPI, nous, on vous a proposé une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais une méthode pour vous aider à décider. On vous a posé cette question. Est-ce que le projet il est individuel ou est-ce qu'il est collectif? Est-ce que je vais avoir besoin de fonds propres? Beaucoup. Hein. Est-ce que les associés sont d'accord pour qu'il y ait autant de gérants que d'associés? Est-ce que les associés vont… Comment les associés vont rentrer et sortir du capital? Est-ce que je veux que ça soit fluide, pardon. Est-ce que les associés souhaitent vraiment partager les bénéfices et les pertes? Est-ce que les associés sont d'accord pour que le régime fiscal de leur rémunération ne soit pas clarifié? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec l'absence de clarification? Et est-ce que les associés ont prévu ou est-ce que le projet il nécessite le développement d'une activité commerciale accessoire? On les reprend une par une. En gros, est-ce que mon projet il est individuel ou est-ce qu'il est collectif? S'il faut un pacte social précis, s'il faut des actions de préférence, s'il faut des pouvoirs différents, s'il faut des comités, s'il faut des je ne sais pas quoi, vous n'allez pas trouver votre compte en CELARL ou en SARL. Vous trouverez votre compte que en CELAS, SAS ou ARPI. Si au contraire, franchement, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir particulier, on a décidé de toutes se mettre à 55, enfin, égalitaire, on n'a pas vocation à grossir énormément, ou alors je suis tout seul. Bah, globalement, la CELARL ou la SARL, c'est parfait. Et l'ARPI, mais vous êtes que deux, mais il faudra que vous soyez deux associés. OK? Alors ensuite, est-ce que le projet, il nécessite des fonds propres importants? Là, je vous rappelle l'article 1 du décret qui dit que ma mise en capital, ma mise en compte courant pour un associé qui est exerçant dans le capital social d'une société d'exercice libéral, c'est 3. Et pour celui qui est non exerçant, c'est 1 fois. Je vous avais dit maître X, maître Y, maître X qui est exerçant 150, maître Y qui n'est pas exerçant, c'est 50. OK? Vous vous en souvenez? Autre question sur laquelle il est important qu'on s'arrête. Et alors là, c'est le deuxième truc, la pause pénible. Alors, la pause pénible, c'est est-ce que vous êtes OK avec le fait qu'il y ait autant de gérants qu'il y ait d'associés? Ce que vous devez savoir, c'est que malheureusement, aujourd'hui, j'ai plusieurs typologies d'associés. Alors, je l'ai là. Oui, j'aurais dû les mettre l'un avec l'autre. Donc, je vais traiter celui que vous avez vu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait autant de gérants que d'associés? Si je suis dans une CELARL SARL, tout le monde va être gérant pour que tout le monde soit sous le chapeau de l'article 62 du Code général des impôts. Donc, vous allez tous bénéficier de… Mais ça nécessite que tous les associés soient gérants. Donc, si par principe, vous n'êtes pas OK avec le fait que tous les associés soient gérants, vous n'allez probablement pas vous choisir la CELARL, la SARL, parce que vous n'avez pas bénéficié de ces régimes-là. Et pourquoi est-ce que vous décideriez que ces gens… Enfin, pourquoi est-ce que vous décideriez de vous mettre gérant? En gros, on a un problème. C'est que pour les gens que je vous ai mis là au tableau, vous avez un tableau. On a un problème de clarification du régime fiscal des rémunérations de certains associés. On a un problème de clarification de ces gens-là. Qui sont ces gens pour lesquels on a un problème de clarification? Les associés minoritaires de CELARL SARL,
ou tous les associés de SA, SAS, CELAS, CELAFA. Tous ces gens-là, le traitement fiscal de leur rémunération, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas pourquoi? Parce qu'il y a la doctrine administrative qu'on vous a remise là, qui dit que dans une réponse cousin, que ces gens-là, ils sont imposés dans le régime de la catégorie des traitements et salaires. Je vous ai mis TS, catégorie TS, ça veut dire traitement et salaire. Et la jurisprudence du Conseil d'État qui dit non, ces gens-là, ils sont imposés dans la catégorie des BNC. Ces mêmes gens. Hein. Donc là, c'est un peu la galère. C'est que, en gros, pour tous les associés minoritaires non gérants de CELARL SARL et pour tous les associés de SA, SAS, CELAS, CELAFA, on ne sait pas vous dire dans quelle catégorie doivent être imposées votre rémunération. Qu'est-ce que ça change? Si vous êtes en traitement et salaire, par exemple, vous ne pouvez pas déduire vos madelins. Ce n'est pas possible. Si vous êtes en BNC, vous devez faire une 2035 pour vous tout seul. Et vous allez faire des factures à votre société. C'est un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème, quand on fait ça, c'est qu'on ne sait pas, mais moi, je ne sais pas le dire, mais aucun des professionnels de la matière ne sait vous dire dans quelle catégorie il faut que vous vous mettiez. On a deux positions contradictoires. Donc, c'est pour ça, et donc pour revenir à mon point de tout à l'heure, c'est pour ça que pour celui qui se fout de savoir si j'ai 1 ou 40 000 gérants, eh ben, globalement, on conseille plutôt de rentrer d'avoir une CELARL ou une SARL. Parce que pour la CELARL, SARL, on va du coup mettre de côté la question de la rémunération technique. On va dire qu'ils ne vont pas être rémunérés en tant qu'avocat, mais en tant qu'avocat gérant. Et donc, ça va être de l'article 62. Et donc, ça va vous permettre de déduire vos madelins, de faire ce que vous voulez, d'aller acheter votre salade avec la carte du cabinet, parce que globalement, c'est un régime qui est connu parce qu'il n'est pas simplement pour nous, il est pour tous les dirigeants de SARL, du monde, enfin de France. Alors, je vais peut-être prendre une ou deux questions pour savoir si vous avez des questions sur ce sujet-là, parce que je sais que c'est un peu technique. Alors, alors, il y en a eu plusieurs. Karima, est-ce pareil pour la SEL puisque l'associé est solidaire des dettes de la société? Non, c'est la société qui est... J'ai du mal à m'exprimer. Donc, la SEL, elle est solidaire des dettes de l'associé, donc ça veut dire que... Enfin, oui, c'est ça. Elle est solidaire des dettes de l'associé, ça veut dire que l'associé pourra décider de faire payer d'abord sa SEL ou sa société avant que ses dettes soient payées par son patrimoine personnel. Je ne sais pas si je suis la seule concernée, mais la connexion est instable. On n'entend pas toutes vos phrases. Je ne sais pas si vous êtes la seule. J'espère que oui. Est-ce que c'est solidaire? Alors, je ne sais pas de quoi on parle, Nicolas. Je suis désolée, il faut que vous précisiez un petit peu votre question parce que comme je les prends après, c'est vrai que là, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'on peut avoir des associés personnes physiques non avocats dans une SAS? Non, jamais. Ever. Sauf si vous vous décidez de faire ce qu'on appelle une société pluriprofessionnelle d'exercice, une SPE. Et là, vous pourrez avoir une des 10 professions de la SPE dont l'objet social de votre société, du coup, sera l'exercice de la profession d'avocat
et d'une autre activité qui sera une des activités autorisées par la SPE. Existe-t-il une structure qui permettrait à un avocat inscrit de s'associer avec un juriste mais non inscrit à un barreau? Non, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Quelle est la structure la mieux adaptée pour une association expert comptable avocat? Ça dépend ce que vous décidez de faire, Léa. Si vous décidez d'avoir une structure dans laquelle vous voulez exercer les deux professions à l'intérieur de la société, vous ne pouvez faire qu'une société pluriprofessionnelle d'exercice, une SPE, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez envie de vous renseigner, Léa, sur la société pluriprofessionnelle d'exercice, c'est un guide qui a été rédigé par le CNB. Vous tapez sur Google « Guide de société pluriprofessionnelle d'exercice », Vademecum ou guide Conseil national des barreaux, et vous allez le retrouver. Il a été fait en espérant que ça vous aidera. Si mon projet est individuel, j'exerce mon activité d'avocat en tant qu'entrepreneur individuel BNC. Je ne souhaite pas m'associer ou associer d'autres confrères ou collaborateurs. L'option IS désormais possible pour les entrepreneurs n'est-elle pas la solution la plus simple et la plus efficace? Écoutez, en fait, oui, franchement, oui, c'est une bonne question. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore clair sur qu'est-ce qui se passe quand vous arrêterez. Mais honnêtement, c'est du coup, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Il n'y a pas eu non plus de commentaires de l'administration qui sont sortis dessus. Donc, pour l'instant, on est prudent, mais c'est possible que ce soit la plus simple. CS Solidaire faisait référence aux dettes de l'ARPI. Oui, les associés sont solidaires des dettes de l'ARPI, puisque l'ARPI n'a pas de dette et que c'est les associés qui ont des dettes. Ensuite, je vous disais, l'autre question à vous poser, c'est comment les associés vont rentrer et sortir du capital de la société. Je vous ai dit, en gros, le principe, si j'apporte ou je cède mon fonds libéral, la valeur de ma société, elle va mécaniquement augmenter. Si je fais un commodat, non. Vous vous souvenez. En cel, je peux tempérer cette augmentation mécanique, puisque je peux dire que je vais écarter de la valorisation de la société la valeur de ma clientèle. Il y a aussi Alors, je vous parlais de l'arrêt de Gaulle-Florence, c'est cet arrêt-là dernièrement, dans une SAS, il a été reconnu que la clause qui disait que la clause du pacte qui fixait la valeur des actions à la valeur nominale, elle n'était pas léonine. Il n'était pas fait référence à la dépatrimonialisation, mais ça aurait pu être le cas. Alors ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les associés veulent vraiment avoir quelque chose d'intégré ou pas? Il y a classiquement, parce que c'est comme ça, il y a un intuitu personné qui est beaucoup plus fort en société d'exercice libéral ou en société de droit commun et qui est moins important en ARPI. Il y a une responsabilité indéfinie et solidaire des associés aux dettes sociales en ARPI, qui n'est pas le cas en société de droit commun. Il y a une responsabilité aux dettes sociales des associés qui est limitée à leur rapport en société d'exercice libéral ou en société de droit commun. Et je vous faisais un petit rappel de quelles sont les différentes sortes de responsabilités. Mais donc, du coup, si vous voulez, c'est important d'avoir ça en tête quand même, parce que ce n'est pas exactement les mêmes implications, vous voyez. Et ensuite, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que mon activité va nécessiter le développement d'une activité commerciale accessoire? Je vous rappelle ce que c'est l'activité commerciale accessoire, c'est que depuis la loi Macron, la profession d'avocat, elle est incompatible avec un certain nombre de choses, mais voilà, mais elle ne fait pas obstacle, à la commercialisation à titre accessoire de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat, si ces biens ou ces services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. Alors,
On a une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver tout un webinaire sur les activités commerciales et accessoires. Je ne sais pas si je refais un round sur les activités commerciales et accessoires. Laurent pourra nous le dire, je ne me souviens plus. Donc, ça fait déjà l'objet de formations qui existent. Donc, on n'est pas là pour vous rappeler exactement, mais en gros, ce qu'on voulait vous dire, c'est vous n'oubliez pas que vous pouvez faire une activité commerciale accessoire si vous exercez effectivement la profession d'avocat, qui aurait un exercice effectif et que donc ces activités sont effectivement conduites de façon dérogatoire et de manière accessoire, que le principe de la connexité, il doit être envisagé tant sur le plan juridique que sur le plan économique, et que le terme des clients, pour l'instant, en l'état actuel de la doctrine qui existe, le terme des clients, il désigne les clients de l'avocat au regard de l'ensemble de cette activité, donc le prospect. Vous avez un guide du Conseil national des barreaux qui a également été fait, que vous pouvez avoir, et qui vous aidera si vous cherchez des choses intéressantes sur le sujet. L'activité commerciale accessoire, elle peut être exercée sous la forme d'une branche d'activité du cabinet ou d'une filiale du cabinet, c'est-à-dire à l'intérieur du cabinet ou via une autre société. Et donc, il y a certains cas dans lesquels, du coup, c'est un intérêt ou pas. Je vous disais, alors, je ne sais pas si très bien fait mon tableau, mais ce que vous devez regarder, c'est les petites coches. Donc, si je suis en SARL, si je suis en CELARL, je peux… Et donc, attendez, je reprends. Stratégiquement, ça peut avoir un intérêt de développer votre société, votre activité commerciale accessoire à l'intérieur de la société ou à l'extérieur de la société. Okay ? Quand c'est à l'intérieur de la société, on appelle ça, de votre société d'avocat, on appelle ça une branche d'activité du cabinet. Et quand c'est à l'extérieur de la société, on appelle ça une filiale du cabinet. Et donc, le but de ce tableau-là, c'est de vous expliquer, que vous figiez dans votre esprit, si c'est structurant pour votre projet d'avoir ou une filiale ou une branche d'activité, que vous puissiez figer dans quel cas c'est possible ou pas. Si vous pouvez faire en CELARL, en SARL et en SAS, vous pouvez faire indifféremment ou une branche d'activité ou une filiale. En revanche, en ARPI, ce n'est pas possible. Ni une branche d'activité, ni une filiale. Donc, si c'est structurant pour votre projet, si c'est structurant pour votre projet de faire une branche d'activité ou une filiale, enfin plutôt une activité commerciale accessoire, honnêtement, ne vous mettez pas en ARPI. Alors, on vous a fait un petit récapitulatif des différents critères. Si le projet est collectif, vous pouvez être en CELARL, en SARL, enfin, dans toutes les sociétés. En gros, ça marche pour tout le monde. Si le projet est individuel, nous, on vous conseille, enfin, vous ne pouvez le faire que, puisque l'ARPI à titre individuel n'existe pas, vous ne pouvez pas le faire en ARPI. Si vous voulez un pacte d'associés rigoureux, complet, etc., vous choisirez plutôt la SAS, la CELAS ou l'ARPI. Si vous avez des fonds propres qui doivent être importants, vous allez peut-être vous dire que vous ne voulez pas être bloqué par les 3 fois ou l'une fois dans le capital social pour les comptes courants. Donc, vous ne vous mettrez pas en selle. Le nombre de gérants, il peut être important. Ça veut dire que du coup, vous allez vous mettre, si vous préférez avoir un nombre de gérants important, vous allez vous mettre en CELARL, en SARL et en ARPI. Si pour vous, la dépatrimonialisation, c'est important, vous allez vous mettre en CELARL ou en CELAS ou en ARPI. Si pour vous, protéger votre patrimoine des dettes sociales de la société, c'est important, vous vous mettrez qu'en société, vous ne vous mettrez pas en ARPI. Si pour vous, c'est hyper important d'avoir un régime fiscal de rémunération clarifié, vous vous mettrez en CELARL, en SARL et en ARPI, mais vous ne vous mettrez pas en CELAS ou en SAS. Et si vous vous mettez dans une activité, enfin, si vous voulez développer une activité commerciale accessoire, vous ferez une société, mais vous ne ferez pas une ARPI. Du coup, on vous a fait 2 cas pratiques rapides qu'on va passer un peu rapidement. Premier cas pratique, Chloé développe une activité
tourner autour des crypto-monnaies, elle n'a aucune envie de s'associer, elle a des correspondances, ça lui suffit très bien et elle n'a besoin de personne en Harley-Davidson. OK? Du coup, quels sont les critères qui sont importants pour Chloé? Le projet, il est bien individuel. Elle se dit que pourquoi pas la dépatrimonialisation, peut-être que ça a un intérêt. Oui. La responsabilité aux dettes sociales, pour elle, c'est hyper important. Et du coup, elle ne voudrait pas passer à côté du fait que pour elle, ce qui est important, c'est un régime clarifié de la rémunération fiscale. Du coup, le plus important pour elle, a priori, c'est la CELARL ou la SARL, à un point d'écart, vous voyez. Mais ça serait la CELARL. Ce qui correspondrait le plus à ces critères, ça serait la CELARL. L'idée qu'on vous a mise dans ces critères-là, c'est que vous repreniez les critères qui vous intéressent et que vous les mettiez dans un tableau. Ça objectivise un peu, vous voyez. Parce que du coup, après, on aura beau vous raconter midi à 14h, ça ne sera toujours pas très clair. Alors après, vous pouvez faire comme ma fille, c'est-à-dire elle me dit je veux faire ça ou ça, je mets une pièce dans une de mes mains, je cache mes mains, elle choisit la main avec la pièce et finalement, elle me dit non, mais finalement, c'était l'autre truc. Bon, bah, ok, mais au moins, vous aurez pris une décision, vous voyez, c'est de l'aide à la décision. Donc, deuxième cas pratique, Julien, Nathan, Sophia développent une activité particulièrement originale en droit du travail. C'est des gens qui ont décidé d'accoler à leur activité classique de praticiens du droit du travail une activité de DRH. Et eux, ils ont envie de développer cette activité commerciale accessoire, de faire de la direction de ressources humaines. Pourquoi pas de pousser le projet en faisant un cabinet de recrutement. Et en gros, leur problématique principale, c'est de dire que les entrées et les sorties doivent être le plus fluides possible et pas valoriser la clientèle. Donc, eux, leurs critères, c'est en fonction des critères qu'on va prendre qu'on va déterminer quelle est la structure la mieux pour eux. Le projet, il est collectif, on n'a pas de doute. Il y a une importance potentiellement de fonds propres, il y a la nécessité d'avoir un pacte rigoureux, ils s'en fichent d'avoir un nombre important de gérants, ils veulent absolument dépatrimonialiser, on a dit qu'on voulait l'entrée et la sortie des associés, la responsabilité aux dettes sociales individualisées, ça, ils la veulent, le régime clarifié de la rémunération, c'est important pour eux, et ils veulent mettre en place une activité commerciale accessoire. On retombe, si on utilise tous ces critères-là, on retombe dans la CELARL, la SARL. En revanche, si j'enlève deux critères, qui sont le nombre de gérants importants, parce que en fait, leur objectif, c'est quand même d'avoir une vraie boîte. Donc, ils veulent avoir un managing partner. Donc, ils ne veulent pas avoir des gérants, 52 gérants. Et du coup, pour eux, c'est plus important de faire une vraie entreprise, entre guillemets, donc avec un managing partner et tout, que d'avoir un régime fiscal clarifié de rémunération. Ce que je veux dire, c'est que nous, en fonction du profil des gens, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le fait que ce ne soit pas clarifié, des gens qui font de la fiscalité, du droit des affaires, c'est classiquement des choses avec lesquelles ils sont assez à l'aise. Ça ne leur pose pas vraiment de problème d'avoir, puisque c'est balisé d'un côté et de l'autre, parce que d'un côté, j'ai l'administration fiscale qui me dit que c'est traitement et salaire, et de l'autre, j'ai la jurisprudence fiscale qui me dit que c'est BNC. Donc, à partir du moment où je reste cohérent, vous voyez, avec ces trucs-là, a priori, ça ne pose pas de problème. Mais il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise. Donc, dans le cas numéro 2, je pourrais, et c'est ce à quoi on aurait peut-être pensé de façon instinctive, je pourrais aussi dire que le plus intéressant pour eux, selon en fait les critères qui les intéressent le plus, ça serait la SAS ou la CELAS. Alors voilà, du coup, lancez-vous, je me mouche 2 secondes et je prends les questions. Alors, question. Oups. Question. Question. Donc, alors, je suis à la question de Johara. Qu'en est-il de l'activité commerciale accessoire lorsqu'on est en BNC? Pour le moment, on envisage. Alors,
Oui, donc encore une fois, Jara, peut-être que vous pouvez télécharger le guide du CNB. Quand on avait fait le guide, on avait mis expressément une mention pour ceux qui développent une activité commerciale accessoire en BNC. Mais en gros, il faut faire une déclaration à l'ordre avec un certain nombre de choses. Donc, du coup, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez tout à fait le faire. Alors, est-ce qu'une filiale à l'étranger avec intégration fiscale avec la CELAR, est-ce que c'est possible ou pas? Je ne sais pas. Karima, je n'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas, mais oui. Est-ce qu'on peut transformer? Ah oui, alors oui, c'est une bonne question. Peut-on transformer une CELAR en SARL? Alors, nous, on considère en nous appuyant, sur des avis, mais qui n'ont valeur que d'avis. Donc, attention. Mais en nous appuyant sur des avis du Conseil national des barreaux, on considère que le passage d'une CELARL à une SARL ou d'une SARL à une CELARL, et de l'autre côté, le passage d'une CELAS à une SAS ou d'une SAS à une CELAS, ce n'est pas une transformation. C'est juste une modification des statuts. Donc, on ne considère pas qu'il y ait besoin d'avoir une transformation et donc un commissaire à la transformation. Et donc, on fait simplement une AGE. Quelle est la sanction en cas d'apport en compte courant d'associé en CELARL supérieur? C'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai oublié, pardon. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de le préciser. Il n'y a pas de sanction. Donc, c'est pour ça que nous, c'est quand même une règle avec laquelle on est assez souple. On ne voit pas qui est-ce qui viendrait vous dire quoi que ce soit, en vrai. Nous, chez nous, il nous est arrivé de clôturer avec des capitaux sociaux qui étaient 3 fois supérieurs au montant de notre participation, pour vous dire toute la vérité et rien que la vérité. Alors, la discordance, donc la question d'après, c'est que vous cochez le régime fiscal clair pour la rémunération en SARL. Pourquoi la discordance entre le Conseil d'État, donc la réponse Cousin n'existe que pour l'associé de CELARL? Non, donc c'était alors c'est peut-être une erreur de ma part, je suis désolée. En gros, ça fonctionne et pour les CELARL et pour les SARL. Le régime de l'article 62, ce qui nous intéresse, c'est quand on est gérant majoritaire de CELARL ou SARL ou appartenant à un collège de gérance majoritaire. C'est quoi la différence pour un avocat entre la CELARL et la SARL que je pensais conférer la qualité de commerçant? Non, il n'y a pas de... on a fait des différences... j'ai eu l'impression j'ai fait 2 slides sur la différence entre les sociétés de droit commun et les sociétés les sociétés d'exercice libéral. Je vous propose plutôt de vous y référer parce qu'il n'y a pas de qualité de commerçant automatique. Dans la perspective d'acheter des locaux, quelle est la meilleure solution pour mettre de côté sans être trop imposé sur ces économies? Ça dépend si vous êtes tout seul ou pas. En fait, la plupart du temps, les gens font une société dans laquelle ils font des réserves et ensuite cette société prête à une deuxième société, une SCI dont elles sont associées, l'apport. Donc, je ne sais pas si je me suis claire, vous avez une société d'avocats, vous faites des réserves dans cette société d'avocats qui sont évidemment taxées à l'IS, mais une fois qu'elles sont taxées, vous les mettez de côté. Vous faites une deuxième société qui, elle, va acheter le bien et emprunter. Et cette deuxième société, ses associés, ça va être vous, personne physique, et votre cabinet d'avocats. Le danger de ces montages-là, c'est que il faut quand même que votre cabinet d'avocat il ait une détention qui ne soit pas ridicule parce que selon ce qu'il apporte en termes d'apport, il ne faut pas que ce soit ridicule. Et l'autre problématique, c'est que du coup, votre cabinet d'avocat, il va détenir de l'immobilier, ce qui veut dire que vous allez faire augmenter sa valorisation. Donc, ça marche si vous êtes toute seule, mais si vous êtes en commun, ce n'est pas vraiment la meilleure solution.
Euh, alors, Amélie, dernière question. Si j'ai bien compris, l'OBE suppose la cessation d'activité BNC au niveau des impôts après la cession. Yes. Vous allez être imposé sur la plus-value. Tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour des questions. En tous les cas, moi, j'en ai plus. Je vous remercie d'être resté pour la plupart d'entre vous pendant toute sa formation. On communique beaucoup sur LinkedIn, donc si vous souhaitez nous rajouter, c'est avec plaisir. Et sinon, j'espère vous revoir bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.